Eh bien, bonsoir à tous. Non, ça marche depuis un moment déjà. Oui, l'avantage d'avoir beaucoup d'enfants et de petits-enfants, ça veut dire qu'on a plein de cobayes sous la main, et puis plein d'élèves aussi depuis beaucoup d'années, qui nous permettent finalement que tout ce que nous apprenons, tout ce que nous lisons, eh bien, nous pouvons être capables de vérifier en concret, en réel, en vécu dans la famille, si c'est bien vrai. Et effectivement, ça, je vous promets, c'est bien vrai. Alors, les tempéraments, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est un peu de la psychologie à deux balles trouvée récemment? Non, pas du tout. Ça vient de chez les anciens, les Grecs. Hippocrate, 5e siècle avant Jésus-Christ, a déjà mis en point, enfin, disons, en évidence, que les humains ne sont pas tous du même comportement et donc pas tous du même tempérament. En fait, les passions de l'âme, c'est ce qui nous meut, ce qui fait qu'on bouge, qu'on ne reste pas vautré toute une journée, sont réparties de manière diverse chez les personnes. Et donc, il y en a qui sont plus entreprenants, d'autres qui sont plus réfléchis, d'autres qui sont plus enjoués, d'autres qui sont très calmes, vous voyez. Et c'est merveilleux qu'il y ait de tout pour faire un monde. Alors, le titre, j'ai bien quand même lu les affiches avant de venir, hein, c'était chez l'enfant. Et évidemment, si nous sommes là, c'est pour nos enfants. Hein, vous êtes tous de bons parents, il y a même des enfants qui vont s'occuper un peu de leurs parents à la sortie, hein, évidemment. Mais on vous a dit, il y a des CD aussi. Les CD, ce n'est pas nous qui les avons faits, c'est finalement un ami d'un de nos fils. Et les CD, nous, on les met dans la voiture. À partir de 10 ans, les enfants, quand même, commencent à bien s'intéresser à ces notions-là, parce qu'ils ont envie de comprendre un petit peu pourquoi papa est comme ça, pourquoi maman est comme ça, pourquoi le frère n'est pas pareil, etc., etc. Cette diversité, vous voyez, dans la nature, c'est une richesse. C'est ce qui fait qu'on a à s'apporter les uns les autres, et on va pouvoir concourir tous à quelque chose de bien, quelque chose de beau, si on sait utiliser les beaux côtés de notre tempérament, et il va falloir essayer d'apprendre à, essayer de se corriger des mauvais côtés de notre tempérament. Alors, pourquoi nous n'allons pas parler seulement des enfants? Parce qu'on a intérêt à mieux se connaître déjà soi-même comme adulte. Et vous allez voir que la manière dont nous nous occupons de nos enfants, en fonction de notre propre tempérament, eh bien, va interférer de manière différente selon le tempérament des enfants. Donc, nous allons passer un petit moment à essayer de nous comprendre nous-mêmes comme parents, comme éducateurs, comme enseignants. Et puis, même, j'allais dire, même dans notre milieu professionnel, parmi toutes les conférences que nous faisons, très souvent avec mon mari, c'est, je crois, la notion qui apporte le plus de choses pour les gens qui ne connaissaient pas. En tout cas, là, dimanche dernier, on était à la baie de la Grâce et on avait un groupe d'une paroisse, donc il y avait des gens de tous les âges. On ne nous avait jamais dit ça. Qu'est-ce que c'est intéressant. Alors, j'espère que je vais vous intéresser ce soir. Voilà. Alors, les tempéraments, donc, on va avoir des tempéraments différents selon, si vous voulez, le cocktail de passions qui prennent le pas chez nous. Tout de suite, je vais vous rassurer, il n'y a pas de bon tempérament, il n'y a pas de mauvais tempérament. Ils sont tous bons, ils sont tous utiles. Il faut juste connaître le nôtre. Vous voyez, il y a un peu 4 têtes. Voilà. Est-ce que nous sommes plutôt l'enjoué? Vous avez repéré lequel? Plutôt le sérieux? Plutôt l'énergique, qui sait donner des ordres et se met en colère quand ça ne va pas? Ou plutôt le calme, paisible, qui n'aspire qu'à une chose, c'est à la tranquillité? Vous allez voir, on va caricaturer un tout petit peu, hein, avec Hippocrate, mais nous sommes en général peut-être un mélange de 2 tempéraments. Vous voyez, on peut être 2 tiers sanguins et puis un tiers sérieux, ou bien 3 quarts paisibles et un quart énergique. Vous allez voir, vous allez vous repérer. Nous ne sommes pas aussi typés que ce que je vais vous montrer là. Le but de cette conférence, mieux se connaître soi-même. Déjà, Socrate disait « connais-toi toi-même ». Si tu veux pouvoir aider les autres, connais-toi toi-même.
Et moi, quand je fais des formations, par exemple à l'ILFM, à Institut Libre de Formation des Maîtres, eh bien, c'est pareil, c'est une des choses qu'on me demande régulièrement, parce que les enseignants doivent se connaître eux-mêmes. Les parents doivent se connaître eux-mêmes. Pour mieux se comprendre soi-même et pour mieux se surveiller. Hein. Je vais même dire pour mieux se comprendre, pour mieux s'accepter tel que nous sommes, en quelque sorte pour s'aimer soi-même. Comment ça, s'aimer soi-même? Vous avez peut-être entendu quelque part qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Les gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes, ils ont du mal à aimer les autres. C'est embêtant. Il y a des gens qui se disent « Oh, c'est dommage que je sois trop comme ci ou trop comme ça, j'aimerais mieux être comme ci ou comme ça, vous voyez. Oh, qu'est-ce que j'envie ceux qui ont... Non, on est tous formidables. Simplement, il faut tous que nous connaissions vraiment les belles capacités que nous avons en nous. Et nous allons aider nos enfants aussi à s'accepter tels qu'ils sont. Par contre, mieux se surveiller et sur les défauts de notre tempérament. La deuxième partie, si vous voulez, ça va être mieux connaître les autres. Alors, mieux se connaître entre collègues, quand on travaille sur un même lieu de travail. Mieux se connaître dans le couple. C'est vrai que quand papa et maman s'entendent bien, et c'est le but de notre petit livre, c'est toujours au bénéfice des enfants. Parce que les enfants ont besoin d'un climat le plus paisible possible, hein, le plus concordant possible par rapport à la direction que donnent les parents ensemble. Donc, mieux connaître les autres, mais ça va être donc connaître les enfants. Et là, ce sera la deuxième partie où je me servirai un petit peu plus de ce tableau. Mieux connaître les autres pour mieux les comprendre. Et vous allez vous rendre compte qu'on a tellement des facilités différentes et des difficultés différentes à combattre qu'on va devenir plus indulgent si on comprend que les autres n'ont pas les mêmes facilités que nous. Et finalement, mieux les aimer tels qu'ils sont. Alors, évidemment, nos enfants, nous sommes chargés de les éduquer. Donc, nous devons les faire progresser, les faire grandir. C'est-à-dire développer le plus possible toutes les qualités de leur tempérament et puis leur apprendre à essayer de se surveiller, de corriger les défauts du tempérament. Mais nous devons avant tout les aimer comme ils sont et on ne pourra pas tout changer, surtout avec une baguette magique. En fait, j'ai oublié ma baguette magique à Lyon, donc on va s'en passer. Alors, regardons, voilà. Alors, on a fait beaucoup de Tours de France en ce moment. On est passé par Nantes, Bordeaux, La Grasse. Et donc, on avait plein de livres au départ. On n'a pas pu recharger nos cartons. Et donc, il ne nous reste plus qu'un livre de Florence Letouer. Et puis, 2 ou 3 jeux de CD. De même, notre livre, on n'en a plus que 3 parce qu'on a déjà vendu pas mal de cartons. Si vous en voulez, vous pourrez les commander. Il y aura une feuille sur la table de presse, là. On ne va pas vendre aux enchères ceux qui sont là parce que ce ne serait pas honnête. Mais vous pourrez en commander et puis on fera un envoi groupé à l'école. Surtout si vous n'oubliez pas de payer, ce serait très bien. Alors, tiens, on commence par le flegmatique. C'est amusant. Je ne me rappelais pas qu'on avait choisi ça. Le flegmatique, c'est celui qu'on appelle le paisible, le calme, le tranquille. Ce sont des personnes qui sont très diplomates, qui arrondissent les angles, vous voyez. Ils sont toujours dans la concorde, ils ne veulent pas de conflit, pas de cris, hein, tranquille. Ce sont des personnes qui ne se laissent pas impressionner, voyez. On dit que Wellington, le chef anglais, qui était de tempérament flegmatique, a battu Napoléon, et Napoléon, ce n'était pas un flegmatique, je peux vous dire. Finalement, par leur manière de prendre du recul par rapport aux événements, ça fait des gens qui sont capables de diriger très bien, qui ne s'énervent pas et qui voient tranquillement ce qu'il faut faire. Voyez, ce sont des... Finalement, Florence Letouer, dans son livre, nous dit « Les parents de type flegmatique sont d'excellents parents. Ils ne mettent pas la pression à leurs enfants, ils ne les obligent pas à suivre telle ou telle voie, ils ne les obligent pas, quand il y a du travail à faire, à commencer par les maths, puis ensuite le français, puis ensuite ci, puis ensuite ça. Voyez, ils laissent beaucoup plus de latitude et d'autonomie à leurs enfants, qui souvent grandissent bien. Bien. Alors, évidemment, celui-là, il va faire en sorte que tout se passe dans la tranquillité. Vous voyez, quand c'est dans la tranquillité de l'ordre, c'est la définition de la paix. La paix, c'est la tranquillité de l'ordre. Donc, vous voyez, quand vous êtes entouré de gens de type flegmatique, vous dites, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont paresseux et lents, ceux-là, ça va être les défauts. D'accord, il y en aura. Mais ils ont plein de qualités
qu'il faut vraiment le reconnaître, et c'est bien d'avoir un phlegmatique dans une équipe. Alors, les défauts, évidemment. Vous voyez, il se lève lentement le matin, il s'habille lentement. On le dit chez les parents, ce sera pareil chez les enfants. Hein. Il mange lentement, il parle lentement. On se demande s'il pense lentement, mais ça n'est pas exclu. En tout cas, il est capable de penser, rassurez-vous. Cela dit, vous voyez, il est quand même un peu têtu. S'il a décidé qu'il n'irait pas, parce qu'il considère qu'il est fatigué, vous ne pourrez pas le faire changer d'avis. Par exemple, je félicite parce qu'il y a beaucoup de papas qui sont là. Moi, on aime beaucoup avec mon mari, quand il y a des papas qui se déplacent, il y a des réunions où il y a un monsieur ou deux messieurs, puis que des mamans. Et évidemment, un papa phlegmatique qui a décidé qu'il n'irait pas à la réunion, il ne changera pas d'avis. Bon. Procrastineur, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que facilement, il va remettre à demain, à plus tard, c'est-à-dire à jamais. Bah oui, parce que quand chaque fois on remet à demain ou au surlendemain, vous voyez. Donc, un phlegmatique qui connaît ses défauts et qui va être un tout petit peu courageux, évidemment, il ne faut pas qu'il soit 100% phlegmatique, parce que ça ferait un Gaston Lagaffe, vous voyez. Mais si on a un tout petit peu de quelque chose des autres tempéraments, en tant que phlegmatique, eh bien, il est possible à ce moment-là de décider de ne pas se laisser aller à la paresse, et puis de faire aujourd'hui ce qu'il serait légitime de remettre à demain. Vous avez bien entendu? Faire aujourd'hui ce qu'il serait légitime de remettre à demain. Parce que c'est quelqu'un qui manque de motivation. Voyez. Et ça va être le problème avec les enfants, mais des parents de type phlegmatique qui n'ont aucune ambition, ni pour eux, ni pour leurs enfants, avec des enfants du même type, tout ça, ça va manquer de motivation. Voyez. Donc, il va falloir se bouger un tout petit peu tout de même. Ah. Mais je vous l'ai dit, les efforts qu'il faut faire quand on est phlegmatique, c'est faire aujourd'hui ce qui serait légitime de remettre à demain. Alors là, vous avez quelqu'un qui, du coup, va combattre en même temps la paresse, la lenteur, ce côté procrastineur, et qui va au moins se motiver pour faire des choses chaque jour. Ça va être quelqu'un de très bien. Alors, quelquefois, vous avez envie de le secouer un peu. Voyez, si vous avez un conjoint phlegmatique, vous allez dire ouais, « tu ne pourrais pas essayer de… » Non, il ne pourra pas. Et ça, on en reparlera avec les maîtresses, mais quand vous avez des enfants de ce type-là, on ne pourra pas obtenir d'eux autant qu'on obtient de certains autres. Mais ils sont capables de faire plein de choses très bien, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, encore une fois, si vous êtes un adulte phlegmatique, si vous avez un conjoint phlegmatique, ne vous désespérez pas. C'est quelqu'un de formidable. Nous, on a écouté les CD avec nos enfants, comme je disais, et nous, on est en fait phlegmatiques ni l'un ni l'autre, mon mari et moi, sinon on ne serait pas là ce soir. Hein. Mais passons. Alors, il y a eu un petit truc. C'est bien ce qui me semblait, que ce n'était pas dans le même ordre que d'habitude. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Maintenant, le sanguin. Le sanguin, c'est celui qu'on va appeler l'enjoué. Alors, on reverra chez les enfants tout à l'heure, mais parlons de l'adulte sanguin. Bon, c'est quelqu'un, vous voyez, comme elle a une bonne tête sympathique. Hein. C'est l'enjoué, le drôle, le sympathique. Celui-là, ce qu'il aime, c'est rigoler. Alors, on est content quand on a, vous voyez, quand à un dîner, il y a quelqu'un de sanguin à côté de soi, on sait qu'on va passer une bonne soirée. Hein. Parce qu'il a toujours quelque chose de drôle à raconter. Pour lui, rien n'est bien grave. Il sait rebondir dès qu'il y a un truc qui ne marche pas. Bon, faire autre chose, c'est pas... Hein. Donc, je vous dis sympathique. Il est toujours de bonne humeur. Mais vous voyez, par exemple, moi qui suis un petit peu de ce tempérament, pas que, hein, mais quand même un petit peu, avant de connaître tout ça, pour moi, je me lève de bonne humeur. Enfin, naturellement, je suis de bonne humeur. Et si on me fâche, ça ne dure jamais très longtemps, parce que ça fait partie de mon tempérament. Je n'ai aucun mérite à être de bonne humeur et à sourire. Moi, ça m'est naturel. Mais j'avais tendance à regarder avec un air un petit peu étonné les gens qui ne sont pas comme ça. Je dis, mais enfin, c'est tellement facile d'être de bonne humeur. Comment ça se fait que celui-là, il fait la tête le matin en se levant? Et bien, j'ai découvert qu'en fait, tout le monde n'a pas la même facilité à être de bonne humeur. Voyez. Donc, il ne faut pas en vouloir à ceux qui portent le poids du monde sur les épaules tous les jours. Donc, ceux-là, ils ont du mal à sourire.
On va essayer de leur dire qu'en fait, c'est pas si grave que ce qu'ils croyaient, mais quand même. Bon, donc, vous voyez, on a tendance à croire que les autres ont les mêmes facilités que nous, et bien ça n'est pas vrai. Alors celui-là, il est optimiste, vous voyez, toujours les choses vont s'arranger avec lui. Bon, ce qu'il aime, c'est les choses plaisantes. Donc, si vous voulez, des parents sanguins, ils vont vous mettre une super ambiance dans la famille. Alors, peut-être pas tous les deux, hein, mais enfin, celui qui est sanguin des deux, parce qu'en général, on n'est pas exactement pareil, sinon, ce ne serait pas épousé. C'est des gens qui aiment l'improvisation, qui aiment les fêtes, qui aiment les bonnes choses. Enfin, c'est formidable tout ça, vous reconnaîtrez. Oh, il y a quand même des choses qui vont moins bien. C'est un bavard. Il aime tenir le devant de la scène. Alors, moi, je suis ravie ici, vous voyez. On fait des kilomètres pour ça. Non, pas que pour ça. Si, allez, osons dire. Non, mais ça me plaît d'être là. Sinon, encore une fois, je ne serais pas là. Plein de choses à faire à la maison, du genre du repassage, du ménage, enfin. Si quelqu'un fait à ma place, moi, ça me va très bien. Bon, il est tellement bavard qu'il monopolise la conversation. Là, c'est un peu mon rôle aujourd'hui. Hein. Mais dans un dîner, vous voyez, ou bien dans une conversation avec le conjoint, le bavard, enfin le sanguin, il va monopoliser la conversation, il n'écoute pas l'autre, et puis, quand il a envie de faire rire, vous voyez, il est même capable d'arranger un tout petit peu la vérité pour que ce soit encore plus drôle. Donc, vous vous demandez, mais attends, mais est-ce qu'il est monteur ou pas? Non, non, c'était juste pour que ce soit un peu plus drôle. Bon. C'est quelqu'un de fondamentalement désorganisé, hein, qui, je vous ai dit, il aime l'improvisation, donc faire n'importe quoi au dernier moment, ça lui va très bien, il rebondit toujours, hein, comme un chat, vous le lancez, hop, il retombe sur ses pattes, tout va bien. Peu à l'écoute des autres, bon, ça c'est quand même un vrai défaut en tant que parent, parce que les parents qui font toujours des sermons à leurs enfants, même si des sermons drôles, mais qui n'écoutent pas leurs enfants, ça va faire des problèmes, surtout quand les enfants grandissent. Hein. À l'adolescence, si on n'écoute pas ses enfants, ça ne va pas aller. Alors, évidemment, on avait commencé par le flegmatique, qui n'est pas très travailleur. Le sanguin, il n'est pas non plus très travailleur. Donc, si vous voulez, quand nous, on voit, en tant qu'enseignants, des parents de type flegmatique ou sanguin, ce n'est pas des gens qui ont envie qu'on pousse leurs enfants beaucoup. Hein, laissez-le respirer, mon enfant. Laissez-lui. Et franchement, je pense qu'ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort parce que la vie, ce n'est pas que du travail. Vous avez vu mon tempérament. En quelque sorte, des enfants qu'on voudrait faire travailler tout le temps et qui n'ont jamais le temps de jouer, eh ben, ils passent à côté de choses extrêmement utiles pour leur développement. Donc, les parents sanguins qui pensent que leurs enfants doivent s'amuser aussi ont raison. Bon, je suis allée un petit peu vite là. Pas très travailleur, il va falloir qu'il apprenne à écouter les autres et être un peu plus sérieux. Hein. Oui, madame la sanguine, si vous dites que vos enfants ont trop de travail, peut-être que vous avez raison, mais peut-être qu'il faudrait qu'ils en fassent quand même un petit peu. Vous voyez, il faut quand même être un peu plus sérieux. Ils ne vont pas faire que jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de travail chez vous ou pas, je ne connais pas l'école, hein. Mais voilà. C'est un point épineux dans certaines écoles. Hein. C'est vrai? Ça existe une école comme ça? Jamais devoir écrit et pas devoir dans les vacances. Eh bien, je vais vous citer un exemple, parce que moi, dans mon tour de France, je rencontre des parents d'élèves qui viennent me dire « Mais dites aux enseignants qu'on n'en peut plus, on aime leur école, mais on va être obligé de partir parce qu'on n'en peut plus du devoir. » Et ça, c'est... Il n'y a plus de place, hein, c'est sur liste d'attente dans toutes les classes. Ah bah alors, moi j'en connais à Nantes, à Bordeaux qui vont venir s'inscrire ici, il n'y a aucun problème. Ah, mais vous êtes super alors. Je pense qu'il doit y avoir un peu de sanguin chez la directrice là. Vous avez trouvé le gros lot. En tout cas, je suis drôle et sympathique. Bon alors, donc vous avez compris pourquoi ça marche si bien. Bon, heureusement qu'il n'y a pas que des sanguins et des flegmatiques sur la Terre. Hein. Il y a des gens un peu plus sérieux. Alors celui-là, si vous voulez, hein, heureusement qu'elle était comme ça. Parce que sinon, ce serait quand même un vaste bazar où il ne se passerait pas grand-chose. Et heureusement qu'on est à 100% sanguin, nous les sanguins. Bon, c'est quelqu'un de persévérant, contrairement aux deux précédents. C'est quelqu'un de méthodique, de perfectionniste, contrairement aux deux précédents. Vous voyez, c'est vraiment... celui-là,
chaque fois qu'il y a un travail à faire, il veut que ce soit bien fait. Bah, il a raison, finalement. Hein, vous voyez ? Son moteur, c'est l'idéal, la perfection. Alors on dit, waouh, si on n'avait que des élèves comme ça, on parlera des enfants après. Hein. Là, parlons des adultes. Bon, eh bien, un enseignant ou des parents de ce tempérament-là sont des gens qui mettent la barre très haut pour eux et pour les autres, puisqu'ils veulent la perfection, l'idéal. Alors, à mettre la barre très haut, c'est déjà haut. Moi, en sanguin, je dis ça. Mais en fait, ils mettent la barre trop haut. Et là, ça va commencer à aller beaucoup moins bien. Hein. S'il met la barre trop haut pour lui et pour les autres, eh bien, il va être perpétuellement déçu, pessimiste. Parce qu'en fait, les humains, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ne font pas souvent les choses parfaites. Je dirais même plus, en fait, on y arrive pas beaucoup. Et du coup, il manque de confiance en lui, puisqu'il voudrait faire des choses parfaites, il voudrait être un parent parfait, et qu'il est un parent qui n'est pas toujours content, qui voudrait faire ci, qui voudrait que tout soit impeccable, et donc il se dit, mais j'y arrive pas. Donc il manque de confiance en lui. Quel dommage. Il peut même devenir dépressif. Hein. Si vous voulez, les sanguins, ils ne sont pas dépressifs. Là, ça ne les guette pas. Les flegmatiques, dépressifs, à quoi ça servirait? Ils sont déjà tranquilles, tout va bien. Alors le mélancolique, ça, celui-là, il peut être dépressif. Et c'est vrai que des adultes dépressifs, c'est dommage pour les enfants qui sont autour. Il va falloir essayer de lutter contre. Alors moi, déjà, j'ai envie de dire, prenez du magnésium, ça peut vous faire du bien. Un peu de vitamine, ça peut aussi. Hein. Faut pas se laisser aller. En plus, le mélancolique, si vous lui faites un petit truc un petit peu, vous voyez, un mauvais coup, pas exprès évidemment, hein, mais il est très sensible. Il n'oubliera pas. Il est rancunier. Si vous lui faites, voyez, si vous faites une fois, 2 fois, vous oubliez la parole que vous lui avez donnée, il va être fâché, mais ça risque d'être à vie. Alors, attention, hein, si vous êtes mélancolique, vous dites, oui, non, enfin, j'ai quand même mes raisons, évidemment, parce que ce n'est pas normal de manquer de parole. Si vous avez un conjoint mélancolique, allez, soyez indulgent avec lui. Pour lui, quand même, la vie est une chose pénible, une chose sérieuse, une chose dure. Alors que si vous êtes, vous, de tempérament sanguin, vous, là, la vie est une chose merveilleuse que vous croquez à belles dents tous les jours. Hein. Bon, la suggestion, quand on est mélancolique et qu'on ne sait pas comment faire pour être un peu plus enjoué, c'est déjà d'avoir des gens peut-être sanguins autour de soi, et puis d'éviter de ressasser ses problèmes. Et pour ça, le mieux, c'est de s'occuper des autres. Mais alors attention, si vous êtes des parents mélancoliques, ne vous occupez pas de vos enfants en leur sapant le moral, en leur disant qu'ils ne vont pas y arriver, qu'ils ne sont pas bons, qu'ils n'ont pas fait assez bien. Hein. Je connais comme ça une maman de tempérament mélancolique, son gamin lui ramène une meilleure note que d'habitude. Hein. Il était passé. Vous notez sur 10 ou sur 20, vous? Sur 10 en CP à partir de CP. Alors, disons sur 20. Alors, d'habitude, il arrivait à peine à 8, 9, et un jour, il revient avec 15. Alors, dit tout fier à sa maman, j'ai eu 15 aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme faute encore pour ne pas avoir 20? Vous voyez? Hein, au lieu de dire, waouh, tu as gagné 6 points là, merveilleux. Hein. Mais le mélancolique, il a tendance, si vous voulez, à dire, enfin, tu as raté un 20, qu'est-ce que c'est que ces points que tu as encore ratés? Vous voyez? Quel dommage. Alors, il ne faut pas se culpabiliser, parce que c'est un magnifique tempérament. Regardez, persévérant, méthodique, ça c'est utile. Aime le travail bien fait, ça c'est formidable. Voilà. Simplement, dites-vous bien, si je mets la barre trop pour mes enfants, je vais les décourager. Et un gamin qui manque de courage, manque d'encouragement, c'est difficile pour lui la vie. On va voir selon son tempérament. C'est pour ça que je voulais bien qu'on parle du tempérament de l'adulte qui s'occupe des enfants. Parce qu'on va se dire peut-être si on est, moi et mes enfants, du même tempérament, ça va aller bien. Regardez, imaginez. Hein. Bon. Il nous reste le tempérament bilieux. Alors celui-ci, c'est le tempérament énergique. Il est tout rouge parce que dès qu'il n'est pas tout à fait satisfait, il se met en colère, très fort.
parle très fort avec beaucoup de... Et sa conversation, c'est pour donner des ordres, pour traiter les autres d'imbéciles ou de bons à rien, qui n'ont rien compris. Alors, il est plein d'assurance, un travailleur infatigable. Celui-là, il va se lever à 6 heures du matin, hein, il va travailler toute la journée, il ramène des dossiers le soir, il ramène des dossiers à la maison. Il ne peut pas comprendre que des gamins de 10 ans aient besoin de jouer. Est-ce que moi je joue? Moi je travaille, je gagne ma vie. C'est grâce à moi que vous pouvez, voyez. Il va pas prendre de vacances. Ou alors s'il prend des vacances, alors pareil, il va vous programmer des vacances depuis 6h30 jusqu'à 11h30, enfin 23h30. On va visiter tout ce qu'il y a à faire. Hein. On n'est pas là pour rigoler. Hein. Il faut quand même qu'on les rentabilise, ces vacances. Bon. Il a un rythme incroyable qui lui convient très bien. Juste s'il croit que tout le monde a autant d'énergie que lui et qu'il impose son rythme à tout le monde, alors là, il va décourager tout le monde. Hein. Alors, ça peut être homme, ça peut être femme. Hein. Il y a des femmes de tempérament bilieux, je peux vous dire qu'elles mènent la baraque, et il ne faut pas que ça râle. Hein. Bon, il est ambitieux, il veut réussir et il s'en donne les moyens. Alors, quelqu'un d'ambitieux qui se donne les moyens de réussir, vous voyez, il a des gens autour de lui. Donc, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Il veut être efficace. Et pour l'efficacité, voyez, et bien finalement, ceux qui sont un peu faibles, ceux qui n'ont pas son rythme, il va les mettre de côté ou il va leur faire du chantage. Bref, il croit qu'il a toujours raison et que les autres, donc, ont toujours tort. Hein. Quand mon mari raconte ça, il dit article 1, le chef a toujours raison. Article 2, quand il se trompe, l'article 1 entre en vigueur. Pour lui, le monde est partagé en deux. Les compétents, c'est lui. Les incompétents, les autres, évidemment. Voyez. Donc, les rapports de convivialité ne sont pas toujours évidents avec un milieu qui ne se surveille pas. Mais vous allez voir, comme c'est quelqu'un de formidable, s'il se surveille. Et pour ça, il faut qu'il sache. Bon, alors je vous ai dit, son problème, c'est qu'il veut imposer son rythme aux autres. Et ça, c'est pas possible. Il ne sait pas se détendre. Il est méprisant pour les incompétents. Hein. Vous voyez, moi j'avais un élève dyslexique en 3e. Bon, il était fils de médecin de ce type-là. Et un jour, c'est pareil, je lui rends un 15, je dis, bah, ton papa va être fier de toi. C'est très, très, très important qu'un garçon à l'adolescence entende son père lui dire, je suis fier de toi, tu feras des belles choses dans ta vie. Alors je lui dis, ton père va dire, tiens, mon père, il n'est jamais fier de moi. Mon père trouve que je suis un minable. Je dis, comment ça? Bah oui, parce que je suis dyslexique. Je dis, un médecin qui peut trouver que son fils est minable parce qu'il est dyslexique. Waouh! Alors j'ai parlé à la maman. Je dis, écoutez, ce garçon, il a besoin d'entendre des compliments de son père. Alors il faudrait que vous lui disiez. Je dis, faudrait que je le voie pour ça. Hein, parce qu'il ne vient pas, lui. Bon, évidemment, il est compétent. On va aller à une réunion où on lui explique la vie. Bon. Et là, je n'ai pas revu ce garçon, mais il était super. Hein. Enfin, super touchant. Bon, celui-ci, il va falloir aussi qu'il fasse des efforts. Mais naturellement, vous voyez, il peut... Oups, j'appuie sur quelque chose, non, c'est pas grave. Il ne peut pas penser que c'est utile d'écouter les autres, puisqu'il a raison. Il ne va pas respecter le rythme des autres naturellement, puisque pour lui, il est le critère de ce qu'on doit être. Vous voyez. Donc, il faut qu'il en prenne conscience. Et là, il va être quelqu'un d'entraînant, un vrai leader, qu'on aura envie de suivre, et bien si il est, on va dire, s'il connaît la vraie humanité. C'est-à-dire que l'humanité, on n'est pas tous comme lui, tout simplement. Voyez. Bon, voilà. Alors, je pense qu'on a fait le tour, là, parce qu'après ça, c'est terminé. Tchouk, tchouk, tchouk. Tiens, oui, c'est ça. Bon, ben c'est terminé. Donc, on a fait un petit tour avec l'adulte. Je ne sais pas comment ça s'arrête, ce truc. Oui, ça devrait s'arrêter normalement. Hop, hop, hop. C'est tout bloqué. Bon. Voilà. Alors, encore une fois, nous ne sommes pas qu'un seul tempérament. Tiens, Marc, tu vas m'aider un tout petit peu, là. Quand je fais le carré, j'ai beau être prof de maths pour les carrés, je vais revenir sur l'enfant ensuite. On met bilieux, sanguin,
Après, quand on fait les 4, le mélancolique ici, hein, voilà, parce que j'ai besoin d'avoir des bonnes diagonales, sinon je vais m'en mêler. Voilà, et le flegmatique. Voilà. Vous avez compris que ces deux tempéraments-là sont des tempéraments très extravertis. Des gens qui parlent fort, qui ont une voix qui sonne bien. Ces deux-là, ce sont des tempéraments introvertis. Alors on pourrait marquer un petit peu, parce qu'évidemment, on va quand même retrouver, je ne vais pas tout redire pour les enfants ensuite. Après, je redirai ce qui est spécifique pour les enfants. Hein. Mais ça, ce sont des gens intravertis. Voilà. Et ça, c'est intro. Ah, je dis une bêtise. Extra. Oh là là. Heureusement que vous écoutez bien. Extra. Intraverti. Voilà. C'est deux fois les choses. Voilà. Ces deux-là, on a dit que c'était des gens qui aiment le travail. Et même le travail bien fait. Ces deux-là, est-ce que je vais dire n'aiment pas trop le travail? C'est peut-être ennuyeux, mais en fait c'est un peu ça quand même. Hein. Ils aiment les récréations et les loisirs. Mais ils ne s'empêchent pas de faire quand même, ils sont très capables. Hein. Alors on dit, voilà, n'aiment pas trop le travail. Bon. Donc vous vous situez déjà comme parents un peu, la pression que vous mettez ou que vous ne mettez pas à vos enfants. Je ne vais pas dire à cela, mettez la pression à vos enfants, hein, mais attention. Vous auriez tendance à être un peu laxiste. Et vous auriez un peu tendance à être rigoriste. Alors, je vais vous dire, ce qu'il faudrait qu'on vise tous, c'est, dans le titre d'un bouquin qui s'appelle « La discipline positive », c'est bienveillance et fermeté. On en reparlera. Hein. Mais si vous arrivez à allier bienveillance, alors c'est cela c'est fermeté. Alors, on va mettre fermeté et bienveillance, alors là, vous êtes des super parents qui allez vraiment bien guider vos enfants. Donc ceux-là, ils sont naturellement plutôt fermes. Il va donc falloir qu'ils travaillent du côté de la bienveillance. Ceux-là, ils sont plutôt naturellement un peu trop bienveillants. Il va falloir qu'ils travaillent un petit peu la fermeté. Je reprends. La fermeté sans bienveillance, c'est du rigorisme. La bienveillance sans fermeté, c'est du laxisme. Donc il faut ni l'un ni l'autre. Vous voyez qu'en tant que parent, en tant qu'adulte, on ne doit pas tous faire les efforts dans le même sens. Donc ceux-là, essayez d'être un petit peu plus sérieux. Ceux-là, essayez quand même de trouver un peu de choses plaisantes à la vie. Même Aristote, le grand Aristote, disait quand on enseigne à la jeunesse, hein, il faut lui montrer le côté plaisant des apprentissages. On peut le faire. Et c'est justement l'avantage du sanguin, un enseignant sanguin ou un parent sanguin, c'est qu'il va rendre plaisant le temps de travail scolaire, voyez, parce qu'on peut, avec un peu d'imagination, ils en ont tellement, finalement on peut faire les choses de manière plaisante. On peut être content de travailler, on peut être content de grandir. Ben oui, évidemment. Que celui-là, il aurait tendance à être un peu morose, quoi. Bon, voilà. Ça, c'est l'essentiel. Et qu'est-ce qui se passe quand on est en même temps bilieux et sanguin chez une même personne, vous voyez? Ça fait donc quelqu'un de très extraverti, qui aime le travail, mais modérément, qui sait aussi se reposer. Ça fait donc un bon équilibre. Et qui est capable, si vous voulez, de gérer sa vie en étant suffisamment énergique, mais suffisamment tranquille pour ne pas imposer un rythme infernal. Bon, quand on est à la fois bilieux et mélancolique, il existe des petits tests de tempérament. Si ça vous intéresse, d'abord, ils sont dans le livre, Jean-Lucas, qui s'appelle Personnalité Plus, de Florence Letouer. Sinon, on pourra vous l'envoyer par mail, ce petit test de tempérament, c'est amusant, vous cochez une case pas. Puis vous dites, tiens, j'aurais pas cru, j'étais... Ah là là, il faut que je fasse attention. Bon. Quand on est bilieux et mélancolique, vous voyez, eh bien, vous avez des gens extrêmement sérieux, efficaces, travailleurs. Tout ce qu'ils entreprennent, ils vont le réussir. Il n'y a aucun problème. Juste, essayez de rendre les choses un peu plus agréables pour ceux qui ne sont pas de votre tempérament. Ceux qui sont à la fois sanguins et flegmatiques. Bon, je vous ai déjà dit, hein, bienveillance, ça, vous n'avez pas de souci. Il va falloir essayer d'être un petit peu ferme. Sans être rigoriste, essayez d'avoir quand même un cadre. Tous les enfants ont besoin d'un cadre pour grandir.
Moi, je vais un petit peu à toutes les conférences que je peux entendre qui peuvent m'aider à enrichir mon propos. Et vous voyez, je suis allée notamment à des conférences pour les adolescents. Hein, nous, on a quand même eu 11 des adolescents. Hein, ça, maintenant, le dernier à 25 ans, il en est sorti. Les garçons, c'est jusqu'à 23 ans, la grande adolescence. Hein. C'est un peu long quand même. Hein. Bon, tout ça pour dire que quand on est sanguin et flegmatique, essayez de donner un cadre, parce que les adolescents ont besoin d'un cadre. Pourquoi ils ont besoin d'un cadre? Alors, je vais prendre ce cadre-là, par exemple. Vous voyez, imaginez, il y en a qui ont des adolescents déjà chez vous, ou vous êtes tous des jeunes parents. Bien. Eh bien, c'était un médecin vraiment tout spécialisé pour les enfants à problème. Il dit, un adolescent, il a besoin de taper dans le cadre. Vous voyez, alors il tape ici, il tape là, il retape ici, après il tape là. Et pourquoi il tape dans le cadre? Pour voir si ça tient. Et ce qu'il a besoin, c'est que le cadre le ramène à, on va dire, au principe des valeurs d'éducation que les parents ont choisies. S'il n'a pas de cadre, il peut taper dans rien. Il est perdu, il est paumé. Voyez. Donc, finalement, quand vous dites à un enfant, eh bien, un adolescent, hein, tu me demandes la permission d'aller à telle chose, eh bien, ce sera non cette fois-ci, parce que je sais que tu n'as pas encore la maturité pour pouvoir choisir, etc. Il va râler, il va t'empêter, hein, vous ne m'aimez pas, bon, il va quand même, voilà. Mais il a besoin. Hein. Moi, je me revois encore, c'est pourtant il y a super longtemps, hein, mais je voulais un truc, mes parents m'ont dit non, j'ai râlé, et maintenant je me dis, bah, heureusement qu'ils ont dit non. Voyez, mais on a besoin d'être ramené. Le pire pour un enfant et pour un adolescent, c'est de ne pas avoir de cadre. Il ne sait plus dans quoi taper. Donc, finalement, il doute bien plus de l'amour de ses parents s'il n'a pas de cadre que s'il en a un. Alors après, pas un cadre trop rigoriste quand même. Hein. Bon, donc voilà. Faites pas un cadre trop serré. Voilà, laissez un peu des soupapes. Et puis vous, n'oubliez pas de donner un cadre. Bien. Alors, les parents qui seraient à la fois, je parle dans une même personne, hein, mélancoliques et flegmatiques, bon, des personnes très discrètes. On ne les entend pas. Hein, mais ils peuvent très bien prendre la peine de parler à leurs enfants. Ils n'y vont pas naturellement. Voyez, ils auraient tendance à... j'attends que mes enfants me posent des questions. Hein, notamment, par exemple, on a des petits livrets sur l'éducation à la vie, l'éducation à l'amour, tout ce que nous, les parents, nous devons dire à nos enfants. Alors, ces parents-là, ils ne vont pas prendre les devants. S'ils nous posent des questions, on sera un peu embarrassés, mais il va bien falloir répondre. Il faudrait peut-être mieux acheter un petit livret, là. Mais non. Il faut aller au-devant des questions de vos enfants, parce que s'ils sont mélancoliques aussi, ils ne vont pas vous poser des questions, voyez. Donc, sortez un petit peu de vous-même. Il y a des choses qu'il faut dire à ces enfants. Ils ont besoin de guides, surtout dans ce monde vraiment éclaté. Et donc, il faut vraiment aller se sortir de soi-même et parler quand même. Bon. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on est dans la diagonale? Dès un adulte, vous voyez, qui est à la fois bilieux et flegmatique. Vous pouvez sentir que vous avez finalement une grande attirance sur l'efficacité, mais un grand besoin de calme, de tranquillité, de rien faire. Et en même temps, vous êtes en train de vouloir faire... Eh bien, il y a un tiraillement dans la personne. Voyez. Et cette diagonale-là aussi. Quand on est à la fois... Florence Weber, dans son livre, parle d'un adulte qui organise une grande fête, par exemple, une grande fête pour la fête de l'école. Alors, il envoie des invitations magnifiques, enfin, tout est super, bien organisé. Et puis, voilà que la météo, 2 jours avant, est très pessimiste. Alors, pas à Nîmes, parce qu'à Nîmes, je sais qu'il pleut jamais. Mais, imaginez quand même que ce soit justement à Nîmes, le chose improbable, qu'il pleuve le jour de la fête de l'école. Alors, si cette personne est sanguin mélancolique, c'est la panique. Et du coup, il annule tout. Il dit, mais c'est pas possible. Puis qu'à nous que ça arrive des ennuis pareils. En fait, s'il ne pleut que 4 jours par an et c'est justement le jour de la fête, franchement, j'ai la guigne, c'est toujours à moi que ça tombe. Voilà. Donc ça, c'est le mélancolique qui ressort absolument à 100%. Et non, il y avait peut-être d'autres solutions que de tout annuler, vous voyez. Quand on est en tiraillement comme ça, appuyez-vous sur quelqu'un d'autre. Quand dans un couple, il y en a un qui est en tiraillement et que l'autre ne l'est pas, celui qui est en tiraillement, demandez l'avis de l'autre. Il va paisiblement prendre une décision et ça va vous soulager. Parce que, voilà, et on y reparlera pour les enfants ensuite, parce que aussi il y a des enfants en tiraillement. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Donc, vous devez avoir un petit peu une idée de où vous vous situez comme adulte.
Soyez heureux d'être ce que vous êtes formidable. Voyez ce qu'il va falloir un petit peu corriger, hein, parce qu'on a tous des progrès à faire, et nous qui sommes déjà très, très anciens, très, très vieux, hein, parce que quand même l'aîné de nos petits-enfants a 20 ans, hein, eh bien, on a encore des progrès à faire, et je peux vous dire qu'on s'en aperçoit tous les jours. Hein. Mais je suis assez contente quand même de l'évolution, là. Enfin, on vous a tout marqué dans le petit livre, comment on fait pour faire des progrès. Bien. Jusque-là, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça dit l'heure, ça? Oui. On a jusqu'à quelle heure, normalement? Bon. À 2h du matin, vous m'arrêtez. Tournons la page. Alors, maintenant que nous nous connaissons un petit peu mieux, comment, avec notre tempérament à nous, déjà, je vais gérer par rapport à mon conjoint, vous voyez, quelquefois, je lui reproche de ne pas être de bonne humeur, ou bien d'être pas assez sérieux, ou bien... Alors, on va arrêter les reproches. Hein, quand on fait des conférences pour les couples, vous voyez, on dit, les femmes, il faut apprendre à valoriser votre mari. Rien n'est pire pour un homme que les reproches incessants et les récriminations acerbes. Ça, c'est pour tous les hommes. Et si en plus c'est un homme mélancolique, alors là, il est encore plus fragile. Donc, vous n'avez droit à 0 reproche. Par contre, vous avez droit à le féliciter sur tout ce qu'il fait de bien, sans attendre que ce soit parfait. Mais comme le parfait, lui, il est toujours en train d'essayer d'y arriver. Donc, il faut plutôt lui dire que c'est quand même vraiment tout près du parfait. Par contre, vous avez le droit d'émettre des souhaits. Vous voyez, tu sais, ce qui me ferait plaisir, hein, c'est que tu me fasses un sourire au moins une fois par jour. Waouh! Bon, non, il ne faut pas le dire comme ça. Mais en fait, on serait content qu'il fasse des sourires une fois par jour. Bon. Donc, on voit par rapport à notre conjoint. Maintenant, on va vraiment voir par rapport à l'enfant. Hein. Qu'on soit en tant que parent ou enseignant, ou il y a peut-être des éducateurs, il y a peut-être des médecins, etc. etc. Voilà. Alors, l'enfant, évidemment, il a les mêmes composantes que nous au point de vue des passions. Et donc, il y a aussi les 4 tempéraments. Sauf qu'en plus, ce sont des enfants. Déjà que nous, on a du mal à se maîtriser. Regardez, le bilieux, quand il faut qu'il se maîtrise, il a quand même du mal, l'adulte. Pourtant, il est adulte. Normalement, il est capable. Il y a un bouquin qui s'appelle « Apprendre à gérer la colère ». Là, hein. Eh bien, si vous avez un enfant de type bilieux, ne lui hurlez pas qu'il doit gérer sa colère. Vous voyez, montrez-lui comment on gère sa colère. Quand on a un enfant de type sanguin, on ne va pas s'étonner qu'il n'aime pas le travail. C'est dans sa nature. Mais on va lui apprendre que c'est utile de travailler, mais travailler dans la joie. Pourquoi pas? Vous voyez? Donc, ne vous attendez pas à ce que vous, enfin je me regarde moi aussi, hein, qui ne maîtrisent pas tout bien, nous exigeons de nos enfants qui maîtrisent tout bien. Parce qu'eux ici, ils ont leur problème de personnalité qui se met en place, mais ils ont, alors ça c'est un livre de Catherine Guéguen qui est médecin, qui explique bien que le cerveau est complètement construit, c'est vers les 22-23 ans. Donc on ne peut pas demander, même à un enfant de 10 ans, d'avoir la maîtrise de soi et la maîtrise de ses émotions surtout. Ils n'ont pas physiquement la capacité. Donc on va l'aider, mais on le comprend qu'il n'est pas encore adulte. Par contre, nous, on pourrait peut-être faire un effort quand même. Hein. En tout cas, si nous montrons le mauvais exemple de la maîtrise de soi et de nos émotions, et que nous exigeons de nos enfants qu'ils maîtrisent, il y a un petit problème là. Là, mon mari dit toujours, parce qu'il a fait les formations d'entreprise. L'exemple, on va peut-être le marquer celui-là. L'exemple n'est pas la meilleure façon d'influencer les autres. Cherchez la suite. N'est pas... Waouh, il y a quelqu'un qui connaît la réponse. La meilleure façon d'influencer les autres. Il y en a qui disent, tiens, c'est bizarre, j'aurais cru quand même que l'exemple c'était utile. Oui, alors qui est-ce qui a donné la bonne réponse là? Bravo, vous voulez bien répéter? L'exemple est la seule façon d'influencer les autres. Donc vous voyez, par rapport à notre tempérament et la gestion de notre tempérament, il va falloir qu'on montre qu'on est capable de gérer nos émotions, de gérer nos colères, de gérer nos déceptions. Et on va prendre patiemment à nos enfants à faire pareil. Hein. L'exemple est la seule
façon d'influencer les autres. Bon, tchouk là. Alors, n'attendez pas d'être parfait pour élever des enfants, sinon ça risque d'être un peu long. Mais, vous voyez, on va leur montrer aussi aux enfants qu'on est capable de s'excuser. Hein. Si papa répond de manière un petit peu vive à maman, parce qu'il a un tempérament plutôt extraverti, eh bien les enfants vont constater que papa dit « excuse-moi d'avoir été un petit peu trop vif hein. ». Et si maman boude un peu longtemps parce qu'elle est mélancolique, eh bien ils entendront maman qui dit bah, « excuse-moi, oui j'étais vraiment un peu plus attristée que raisonnable ». Vous voyez, et ils vont apprendre. On apprend à gérer son tempérament parce que les enfants vont voir comment on fait. Évidemment, s'ils voient que papa a toujours raison et que maman est toujours l'imbécile du coin, ils vont penser que les garçons, c'est des super machos et que les filles, c'est des mauviettes. Voyez ou vice-versa. S'ils voient maman qui est toujours en train de donner des ordres et de traiter papa d'imbécile, et que le papa, il n'a plus qu'à aller se planquer dans son bureau derrière son journal, et vous voyez un petit peu tout ça. Donc, on a une super influence sur nos enfants. Donc, connaissons nos tempéraments. Alors, on va reprendre maintenant chacun des enfants. Alors, si je reprends dans le même ordre que tout à l'heure, ou à peu près, l'enfant, alors flegmatique, on va dire paisible. Je les ai un peu rebaptisés parce que, voilà, c'est-à-dire, entre parenthèses, flegmatique. Bon, tout ce qu'on a déjà dit reste vrai, sauf qu'en plus, ce sont des enfants. Vous vous dites, si vous êtes flegmatique, bon, bien que j'aille au boulot, de toute manière. Hein. Mais alors, pour un enfant flegmatique, vous voyez, quand sa maman vient le lever le matin pour qu'il aille à l'école, eh bien, c'est quelque chose d'horrible. C'est comme un nouvel accouchement de sortir de sa couette, vous voyez. Il est tellement bien au chaud, tranquille à rien faire. Qu'est-ce qu'on va aller sortir de cette couette, vous voyez. Donc, ayez pitié de lui. Vous allez le disputer parce qu'il est toujours le dernier prêt. Toute la fratrie va être en retard à l'école à cause de celui-là qui n'est jamais prêt à temps. Ben oui, évidemment. Il est lent déjà à sortir de son lit, il est lent à s'habiller, il est lent à... Voilà. Et en plus, quand vous le réveillez, il lui faut 10 minutes de plus avant qu'il sorte de son lit, comme je vous ai dit. Donc, comment on va faire ? Il n'y a qu'à lui foutre des coups de pied au derrière pour que du coup il sorte plus vite de son lit, ou bien carrément vous mettez une bassine d'eau là que vous versez. Mais non, il faut faire sécher le matelas, vous ne savez pas faire ça. Vous allez lui demander, est-ce que tu préférerais que je te réveille 10 minutes plus tôt, ou que tu aies ton petit réveil à toi, pour te réveiller 10 minutes plus tôt, et puis comme ça te permet de démarrer plus lentement ta journée. Et pourquoi pas ? Et il y a vraiment des solutions qui ont été trouvées comme ça. Hein. Cet enfant, il ne peut pas aller aussi vite que les autres pour être prêt pour partir à l'école, ou à la messe du dimanche, c'est pareil. Hein. Donc, proposez-lui de donner un peu plus de temps. C'est son rythme. Hein. Alors, bon, peut-être que vous êtes flegmatique aussi, vous ne voudriez pas vous lever 10 minutes plus tôt, mais enfin, vous êtes l'adulte. Hein. Donc, vous n'avez rien à dire, vous avez choisi vos enfants, maintenant, il faut les élever. Bon. Eh bien, il dit, voilà, maman va te réveiller 10 minutes plus tôt, ensuite, je viens te refaire un petit bisou 10 minutes après. Mais alors là, on enlève la couette. Hein. Bon. Ça peut être une solution. Voyez. Donc, celui-ci, lui laisser du temps. Si j'étais en train de faire une conférence sur les hémisphères cérébraux, je vous dirais que de toute manière, quand on passe de l'hémisphère droit à l'hémisphère gauche, c'est-à-dire l'hémisphère conscient, il faut laisser du temps pour la réflexion. Eh bien, je ne sais pas s'il va en profiter pour réfléchir, lui, mais quand même, plus on laisse du temps aux enfants pour faire les choses, mieux peut-être ça va être. Et pour lui, c'est indispensable. Ne lui imposez pas un rythme qui n'est pas le sien. Il n'en est pas capable. Juste, il n'en est pas capable. Voilà. Donc, ne pas lui imposer un rythme. Bon, je ne vais pas marquer infernal, parce que bien sûr, il n'est pas infernal votre rythme, mais un rythme qui n'est pas le sien. Vous savez, même pour les adultes, hein, on dit que ceux qui sont très flegmatiques sont très bien à l'armée, parce qu'il y a un cadre. Ils sont très bien, par exemple, dans un monastère. Enfin, vous, c'est foutu maintenant, vous n'êtes pas dans un monastère, parce qu'il y a un cadre. Alors, eux, ils ont besoin de bonnes habitudes, une petite routine, ça leur va bien. Alors, je vous dis tout de suite, pour les sanguins, ce ne sera pas la même chose. Hein.
Ne croyez pas qu'on élève tous les enfants de la même manière. Bon, voilà. Une certaine routine, je dis certaine, ça les rassure, ils aiment bien. Ça ne les dérange pas du tout. Une certaine routine avec de bonnes habitudes. Vous avez des mauvaises habitudes, ça se prend aussi vite. Hein. De bonnes habitudes les aident. Alors, c'est une certaine routine. Voilà, les aide. Ça aide. Laissez-les autonomes, mais en veillant quand même à ce qu'il se passe quelque chose. Ce sont des enfants qui sont très hors du temps. Et donc, les écrans pour eux, c'est catastrophique. Parce que quand ils se mettent sur un écran, ils ne peuvent même pas se rendre compte, ça fait 5 heures qu'ils sont dessus. Ils disent, mais ça fait 5 minutes à peine que j'ai commencé mon truc, là. Vous voyez, ils n'ont aucune notion du temps. Parce que le temps, ils ont toujours le temps. Vous voyez, un enfant qui a un peu grandi, qui prend le train tout seul pour aller à l'école ou le bus tout seul, hein, on lui dit, mais dépêche-toi, tu vas rater ton bus. Ben, c'est pas grave, je vais prendre le suivant. Mais il n'y en a pas après. Ah ben tant pis, je le prendrai demain. Vous voyez, ça ne le dérange pas. Voilà. Alors là, il va peut-être falloir qu'il ne rate pas le bus quand c'est pour aller à l'école. Hein. C'est ennuyeux. Mais, vous voyez, tenez compte du fait qu'il ne se met pas un rythme impossible lui aussi. Voilà. Respectez son rythme. Voilà. Attention aux écrans, on a dit. Attention aux écrans. Alors, le mieux, ce serait qu'il n'y en ait pas du tout. Parce que là, je pourrais faire aussi une conférence sur les écrans. Bon, parfait. Voilà. Mais bon, imaginons que quand ils grandissent, ils ont un petit exposé à faire, que vous permettiez exceptionnellement, etc. Il n'est pas capable de gérer son temps devant un écran. Mais pas capable du tout. Alors, votre mari non plus, s'il est flegmatique. Hein. Il faudrait essayer de montrer l'exemple aussi. Bon, attention aux écrans. C'est quelqu'un... Ils ont beaucoup d'amis, les flegmatiques, vous voyez, parce qu'ils sont très à l'écoute des autres. Et ils ont un tempérament accommodant, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce sont des enfants charmants. Pour peu qu'ils aient une toute petite pointe de sanguin, alors ils sont rigolos en plus. Vraiment, ce sont des gens charmants. Ne croyez pas qu'il faille les secouer comme des pruniers. Ça ne marchera pas. Donc, si vous n'êtes pas de tempérament flegmatique et que vous avez un enfant flegmatique, ne vous dites pas « qu'est-ce que j'ai engendré là ? Il n'est pas à moi celui-là !» hein, parce qu'en fait, il y a des tas de combinaisons. En fait, il est tout à fait à vous quand même. Et il ne faut pas le rendre malheureux. Si vous le secouez un petit peu ou que vous faites le fameux coup de pied au derrière qui, paraît-il, est magique, il va se refermer comme une huître. Et c'est là où il devient têtu et on n'obtient plus rien de lui. Le problème avec le flegmatique aussi, c'est qu'il n'aime pas s'engager. Voyez ? Alors, quand est-ce que tu vas faire tes maths ? Je les ferai après quand papa sera rentré. Il va pouvoir m'aider. Bon, ça c'est quand ils sont plus grands, hein, ou même pour apprendre à son âge. Bien, évidemment, tu dis, mais mon chéri, tu sais très bien que papa va arriver après l'heure du coucher, donc ça ne peut pas marcher cette combine-là. Vous voyez ? Ah, bon. Donc, vous voyez, en fait, il n'aime pas s'engager, il repousse à plus tard naturellement. Ne le disputez pas pour ça, c'est normal, c'est son tempérament. Par contre, aidez-le, il faut l'habituer à prendre des engagements, comme enfant et puis aussi comme adulte. Voyez. Donc, apprendre à s'engager et donc à respecter ses engagements. Ça, c'est très dur pour lui, vraiment très dur. Apprendre à respecter ses engagements. C'est un enfant qui, par rapport à son travail scolaire, vous voyez, ne veut pas avoir d'ennui. Donc, il ne va pas rien faire. Il va faire le minimum pour ne pas avoir d'ennui. Mais vous n'allez pas lui imposer d'avoir un rythme de prépa alors qu'il est en grande section, si vous voulez. Il ne peut pas être au max des possibilités pendant 15 ans de sa vie. Donc, laissez-le, allez, tant qu'il n'a pas de lacunes, ça ira bien. Et puis, s'il fait quand même une prépa, on ne sait jamais, hein, ils sont très très capables ces gens-là, ben, il va faire un effort sur 2 ans de sa vie. Allez, hop, là il peut, ça va être fatigant quand même, hein. Peut-être qu'il va regretter. Il n'y en a pas beaucoup qui font des prépas. Hein. La fac, c'est plus tranquille. Hein. Mais, vous voyez,
il ne faut pas vouloir les faire vivre autrement que ce qu'ils sont. Mais ils peuvent faire plein de choses très belles. Vraiment. Hein, on dit que Wellington, je vous dis encore une fois, a battu à Waterloo Napoléon le bilieux, quand même. Après, il a été un excellent Premier ministre. Il a enlevé toutes les lois anticatholiques qui étaient dans ce pays-là. Il a fini comme bon grand-père à s'occuper de ses petits-enfants. Voilà, un flegmatique qui a eu une belle vie quand même. Hein. Alors nous, évidemment, on n'aime pas les Anglais. C'est pas notre côté. Mais... Ah. Bon. C'était quelqu'un de très bien. Bon, vous êtes rassurés si vous avez des enfants flegmatiques, hein? Pas de coup de pied derrière avec ceux-là. Avec aucun d'ailleurs, mais surtout pas celui-là. Alors on va passer à l'enfant sanguin. Encore un tout petit mot sur le flegmatique. Vous voyez, à l'école, on l'oublie. Parce qu'il se tasse sur sa chaise un peu sous le voisin. Et celui-là, il n'a pas trop d'ennui à l'école, le flegmatique, parce qu'on l'oublie. Celui-là, il ne se fait pas oublier. Rappelez-vous tous les adjectifs qu'on a mis tout à l'heure. Hein. Le sanguin, il est drôle, sympathique, on rajouterait bout en train, la joie de vivre incarnée. Pourquoi alors est-ce que nos enfants sanguins ont plein d'ennuis à l'école? Mettez-vous à la place de la pauvre maîtresse, voyez. Il est tout le temps en train d'improviser, d'avoir quelque chose à dire, de vous là. Moi, je me souviens, au bout d'une belle démonstration, théorème de Thalès. Je ne sais pas si vous vous souvenez, théorème de Thalès, quand même. Il faut se concentrer un peu en troisième, là. Alors, bon, j'avais ma classe bien en main, là. Puis il y en a un qui sort une imbécilité. Alors, après la cour, je lui dis, mais qu'est-ce qui t'a pris, là? Il me dit, je voulais détendre l'atmosphère. Après, je lui dis non. Vous voyez, il était sanguin. On ne détend pas l'atmosphère au milieu d'une démonstration avec le théorème de Thalès, s'il vous plaît. Hein. Bon, mais ça, il ne comprend pas, naturellement. Donc, en fait, il y a, je crois, je ne voudrais pas me vanter, mais je crois qu'il n'y a qu'un enseignant sanguin qui peut supporter des élèves sanguins. Pour tous les autres, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein. Gestion de classe, on va en parler. Allez, c'est pas ingérable, hein, mais si vous voulez, cet enfant-là, si depuis un quart d'heure, il n'a pas fait de bêtises, il n'a pas fait tomber sa règle, il n'a rien dit d'idiot, vous lui dites bravo, un quart d'heure de gagné, formidable, tu continues encore comme ça. Et il a énormément besoin d'encouragement, celui-là. Parce que, mais vous imaginez ce que c'est que de mettre un sanguin sur une chaise pendant 6 heures par jour? En fait, là, je vais parler contre ma paroisse, je suis quand même prof, mais j'ai envie de dire que notre système français, il n'est pas adapté à tous les enfants, vous comprenez? Je pense même qu'il y a, allez, 20% des enfants qui sont très heureux dans les écoles telles que les écoles Jules Ferry. Alors, je ne dis pas du tout de Nîmes, hein, parce que vous avez le soleil en plus, ça va mieux. Mais, vous voyez, celui-là, il ne tient pas en place. Alors, si en plus on le gronde, qu'on le punit, pire des choses, il y a des enseignants qui vont priver de récréation un enfant sanguin pour qu'il soit plus sage après. Mais c'est le contraire. Hein. Le sanguin, si vous avez besoin de le punir, tu vas aller faire 3 tours de cours. Alors il revient tout rouge. Ça va mieux maintenant? Oui, je peux retourner encore faire 3 tours. Bon, en fait, il a besoin de grand air et d'exercice. Si on oublie ça, on n'y arrivera pas. Alors on le note. Besoin de grand air et d'exercice. Il a besoin de se dépenser. Il a beaucoup d'énergie comme le bilieux, sauf que le bilieux, c'est l'énergie pour travailler. Lui, c'est l'énergie dont il ne sait pas quoi faire, parce qu'il n'a pas idée qu'on pourrait travailler. On va quand même lui apprendre. Mais si vous voulez, il ne faut pas le priver de récréation. Si vous pouvez rentrer, si vous êtes en voiture, vous voyez, avec cet enfant sanguin, vous n'allez quand même pas les faire rentrer à la maison, les faire goûter à toute vitesse et les mettre au travail, même si c'est que des leçons, bravo. Mais il faut qu'ils puissent courir, il faut qu'ils puissent jouer. Ils ont besoin absolument. Et ce sera des gens capables de faire des choses très belles. Ils ne sont pas incapables de travailler, hein. C'est pas qu'ils sont incapables, c'est qu'ils ne voient pas bien l'intérêt. Pourquoi travailler alors qu'on pourrait s'amuser? Ah bah oui, alors de temps en temps, mais alors rendez le travail plaisant. Vous voyez, il y a moyen. Apprendre une leçon de maths, c'est pas marrant. Bah,
si on leur donne, alors là, je vous donne des petits conseils quand même, vous voyez, une fois qu'ils ont fait semblant d'apprendre et qu'ils viennent essayer de vous réciter. Bon, alors maintenant, imagine les questions que la maîtresse pourrait poser demain. Ou bien, essaye d'inventer un problème où il y aura telle chose à faire. Là, ça devient plaisant, hein, parce qu'ils ont quand même beaucoup d'imagination. Et puis en plus, c'est utile parce que ça s'appelle l'acte de mémorisation. La mémorisation, c'était pas la conférence de ce soir, hein, mais j'aime bien cette conférence-là aussi. Donc, je me permets de dire, la mémorisation, c'est dire quelque chose pour le rendre disponible dans le futur. Et donc, avec ces enfants-là, si vous leur proposez même carrément de faire du théâtre, hein, alors imagine-toi dans la classe, tu joues la maîtresse. Quelle est la question que la maîtresse va poser? Très bien. Et bien maintenant, tu joues l'élève et il va jouer ce que l'élève va répondre. Ça va rentrer dans sa tête, la leçon. On peut faire ça. Hein. Si on a plusieurs enfants sanguins, qu'ils fassent leur théâtre ensemble, et puis vous irez voir une fois que tout sera au point. Bon. Quoi d'autre? Avec le sanguin, c'est un enfant... Alors, les sanguins sont tous un peu gourmands et sensuels. Donc, surveillez. Hein. Alors. Et voilà, surveillez la gourmandise. Voilà. Et la sensualité. Voilà. Il en faut un peu, mais laissez pas faire n'importe quoi. Ça pourrait vite déborder. Donc, rendre plaisant, puisque son moteur, c'est le plaisir. Hein, rendre plaisant ce qui doit être fait. C'est possible, hein? Ayez un petit peu d'idée, mais vous n'êtes pas obligé de dire que le travail est qu'une chose pénible, que c'est une conséquence du péché originel et que le paradis terrestre est fermé et que maintenant vous allez travailler à la sueur de votre front. Tout ça c'est vrai, mais enfin quand même ce sont des enfants. Vous voyez, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Hein, consoler les mélancoliques comme ça si ça peut les consoler, mais pas des sanguins. Hein. Je dis encore une fois, Aristote il dit qu'on doit rendre les choses plaisantes. Hein, donc c'est pas moi qui dis des bêtises là. Voilà. Bon, voilà. Vous pensez à autre chose là? Comme il est très désorganisé, il faut l'aider à s'organiser. Vous voyez, son cartable, hein, c'est un espèce de vaste bazar. Tu dis, bon, allez, essaye de sortir. Il y avait une feuille avec une leçon de, je ne sais pas quoi, moi, sur Henri IV. Alors, bon, il sort. Il y a une espèce d'accordéon au fond du cartable. La feuille, il ne l'a pas mis dans la pochette qu'il fallait. Bon. Alors, et puis tout d'un coup, hop, il retrouve un petit truc qu'il avait perdu. Oh, alors, il oublie qu'il avait sa leçon à apprendre. Mais en fait, il est tout le temps en train d'aller dans tous les sens, celui-là. Donc, l'aider à s'organiser, sans le disputer. L'aider à s'organiser. Mais ça ne veut pas dire qu'il va falloir impérativement l'obliger à faire les choses. On va lui dire, alors, tu préfères, est-ce qu'il y a 2 leçons chez vous ou une seule? Vous avez une leçon ou plusieurs à apprendre? En un soir, oui. Vous êtes dur, il y en a une par soir et une dictée. Bon, alors voilà, parfait. Ils ont froid et donc il faut s'avancer. En CM, c'est vrai que nous, on a... Ah bah, ils vont rentrer en 6e. Hein. Bon, mon chéri, alors, ce soir, tu préfères commencer par la dictée ou par la leçon d'histoire? Voyez, donnez-lui un petit peu d'autonomie. C'est utile pour tout le monde, mais celui-là, il aura l'impression d'avoir choisi. Et c'est bien. Il y a des jours où il voudra commencer par la dictée. Et la dictée, est-ce que tu veux épeler les mots ou est-ce que tu veux les écrire? Et là, si j'étais en train de faire une conférence sur visuel, auditif, kinesthésique, je voudrais bien que les auditifs, c'est pas la peine de leur faire écrire. Il suffit qu'ils épellent. Les visuels, il faut qu'ils voient. Et puis, on va leur demander, tu préfères épeler ou écrire? Un kinesthésique, il faut qu'il écrive. Bon, vous voyez? Laissez-les, ça c'est les modes cognitifs, c'est une autre variété que les tempéraments. Mais donnez-leur la possibilité de choix, et puis bah, finalement ça va être plaisant. Bon, en tout cas, il va falloir que tout soit fait, ça c'est utile. Bon, sa chambre est un véritable capharnaüm, son cartable aussi, son bureau aussi. Donc là, ce serait bien que de temps en temps on fasse avec lui. Il a besoin d'encouragement. Oh ben l'autre aussi, hein. On va tourner la page parce que, comme on a dit qu'il manquait de motivation,
Voilà. Celui-là, je me le gardais pour la fin, voyez. Donc on a dit que son moteur, c'était la tranquillité. Hein. On peut le remettre aussi pour l'enfant, si vous voulez. Son moteur, c'est la tranquillité. On peut le dire, pour être tranquille demain mercredi, est-ce que tu veux qu'on fasse la leçon mardi soir? Vous voyez, j'entends parler de s'avancer, c'est super. Lui, il ne sait pas s'avancer. Mais pour être tranquille, nous, on avait un fils finalement très flegmatique. Il faisait son travail dans la voiture, parce qu'on avait quand même 1 heure de trajet, pour être tranquille à la maison. Alors, il y avait un peu à écrire, alors c'était pas très joli, parce que quelquefois, dans les voitures, freine moins fort. Mais c'était fait, on s'en fiche, c'est pas parfait. Hein. Enfin, bon, celui-là, c'est tranquillité. Donc, finalement, on en tient compte. Celui-ci, son moteur, c'est le plaisir. Ah, j'en ai la page, j'ai oublié de marquer encouragement. Allez, moteur, c'est le plaisir. Voilà. Pas trop de sucreries, hein, parce que les dentistes ne vont pas être contents. Donc, donnez pas trop de plaisir dans la bouche. Mais celui-là, il a besoin d'encouragement, parce qu'il manque souvent de motivation. Besoin d'encouragement. Alors, vous vous rappelez, les papas, c'est vous qui donnez du courage. Quand vous dites à vos enfants, et les mamans, vous dites au papa, parce que les mamans qui encouragent, c'est pas du tout pareil. C'est les papas qui encouragent. Si vous voulez, vous demanderez à mon mari, il vous expliquera. Le papa, il dit, je suis fier de toi, bravo, ou tu peux être fier de toi, hein, tu feras des belles choses dans ta vie. Si le papa dit ça, il faut quand même qu'il croie un tout petit peu. Hein. Eh bien, ça va lui donner du courage. Idem pour celui-là, besoin d'encouragement. Vous voyez, pour ces deux-là qui n'aiment pas le travail, à quoi ça sert de faire un effort si on n'a aucune chance que ça serve à quelque chose? Vous voyez ma phrase? Donc, il faut croire que c'est possible d'arriver à quelque chose. Si vous dites, t'es complètement nul, allez, va travailler. À quoi ça sert de travailler puisque je suis nul de toute manière, hein? Ou bien, il y en a qui vont dire, tu ferais bien d'apprendre à vider les poubelles parce que tu vas être éboueur, toi. Ça va lui donner envie d'apprendre sa leçon de maths? Pas un sanguin ou un phlegmatique, voyez. Ceux-là, il faut qu'ils croient qu'on peut arriver à quelque chose. Donc, ils ont besoin d'entendre « je suis fier de toi » parce que là, tu as gagné 1 point. Tu es passé de 2 à 3. Waouh, bravo. Encore un autre, puis ça va faire 4, puis après un autre. Ah, on arrive à la moyenne, là. Super, voyez. Il faut croire que les efforts servent à quelque chose. Sinon, ces deux-là, ils ne feront pas d'efforts. Alors, c'est complètement différent avec les deux suivants. Alors, on ne choisit pas à la naissance, hein. On ne peut pas dire celui-là, il va être comme ça. Il n'y a pas de fée carabosse, mais il n'y a pas non plus les bonnes fées. Donc, il faut prendre ce qui vient. C'est un peu génétique, ça, mais il y a de tout. C'est un peu comme la couleur des cheveux, les tempéraments. On n'a pas fait beaucoup d'études, mais autant les modes cognitifs, on sait que c'est de l'acquis dans les premiers mois, autant les tempéraments, ça fait partie de la personnalité, ça doit être dans les gènes, à mon avis. Bon, si vous voulez me démentir, vous m'expliquerez. L'enfant mélancolique. Attention, je vous donne un petit exemple. On était en conseil de classe, là, et on parlait d'un élève. Et je dis, attendez, celui-là, faites attention, il ne faut pas le casser. Alors, il y a une collègue qui me dit, pourquoi les autres, on peut les casser? Je dis, non, mais les autres, ils ne sont pas cassables. Tandis que celui-là, il est très fragile. Il est fragile psychologiquement, il est souvent de constitution un peu plus maigrelette. Vous voyez, c'est pas des grands costauds qui sont mélancoliques, rarement, ou en tout cas pas pur mélancoliques. Vous avez vu, c'est vrai que les sanguins sont souvent bien rondouillards, les mélancoliques qui sont plutôt un peu émaciés, ils ont du mal à digérer, ils ont toujours des aigreurs d'estomac en plus, pauvres. Bon. Alors, le mélancolique, c'est un enfant, il est fragile. Voilà. Comme de la porcelaine, on nous dit dans les CD. Hein. Donc, attention. Si vous lui dites un petit truc, dit, bah, dis donc, c'est décevant là, ce que tu me ramènes comme note. Il va être inconsolable. Voyez?
Si vous rappelez une note, il est déjà tellement déçu lui-même parce qu'il est il s'en rend bien compte. Hein. Tu ne vas pas décourager, regarde. Dans cette dictée, d'accord, tu n'as pas une bonne note, mais là, regarde, il y a 3 mots de suite où il n'y a pas de faute. C'est quand même bien ça. Essayez de voir des choses positives. Montrez-lui, voyez. Si on lui dit, ah, tu as fait des progrès, il va dire, vous dites ça pour me faire plaisir, mais vous ne le pensez pas vraiment. Parce qu'en plus, quand lui, j'ai besoin d'encouragement, eh ben, il ne vous croit pas, en fait, des encouragements. Donc, il va falloir faire des compliments descriptifs. Lui montrer, regarde, cette ligne-là, elle est très bien. Ben, là, il y a un petit trait. Non, elle est très bien, cette ligne-là. Hein? Ton devoir, et bien, ici, regarde, il y a tout ce paragraphe-là qui est impeccable. Même s'il n'y a pas une bonne note, montrez-lui qu'il y a quelque chose de bien. Oui, voilà. Et si, il oublie les premiers mots de sa poésie, redonnez-lui confiance, et puis après, peut-être que le reste, ça va être mieux. Essayez d'insister sur tout le bien, sur tout le mieux, parce qu'il est fragile, celui-là. Et, comme il manque de confiance en soi, vous vous rappelez, parce que ça c'est comme l'adulte, manque de confiance en soi, celui-là, il a encore plus besoin que les autres que son père le conforte. Encore une fois, la confiance en soi, c'est le père qui la donne. Hein. Et s'il n'y a pas de papa dans la famille, il faut trouver le grand-père, le parrain, même un prêtre, un grand ami de la famille. Mais il y a besoin d'un homme qui lui dise « Bravo, tu progresses, tu grandis bien, hein, tu vas devenir un homme. » Ou bien « Tu es une belle fille. Hein, tu deviens de plus en plus charmante, tu vas être une belle femme. » Ça, c'est des choses qui sont très, très indispensables plusieurs fois au cours de l'adolescence et de la grande adolescence, mais pourquoi pas déjà quand on est plus jeune, hein, et qui viennent d'un homme. Bon, alors celui-là, du coup, si vous voulez, il faut toujours écouter avec beaucoup d'attention un mélancolique qui vient vous raconter ce qui s'est passé à l'école, ou au club de sport, ou à la piscine, etc., etc. Parce que ce sont, avec leur côté un petit peu malin, un peu géniard, sont toujours en train de voir les choses du mauvais côté, ce sont les proies toutes naturelles des harceleurs. Alors, je peux dire, les harceleurs, ce n'est pas des méchants qui ont été élevés dans des mauvais quartiers. N'importe quel gamin de tempérament sanguin ou bilieux peut trouver très amusant de prendre comme victime, ça s'appelle victimiser, en général, c'est toujours un mélancolique qui prend, évidemment, un petit mélancolique, on va lui dire « t'es moche ». Bon, on ne meurt pas d'entendre une fois dans sa vie « t'es moche ». Mais imaginez que tout le monde se mette d'accord pour dire « t'es moche, t'es moche ». Hein, et que toutes les 5 minutes, il entende « t'es moche » avec un petit coup de pied dans les tibias, hein, ou bien, un petit-fils qui revenait avec des bleus partout, parce que, voilà. Ça s'appelle victimiser. Alors, j'ai appris le mot de mes petits-enfants, dans une école hors contrat, hein, ils se mettent d'accord de manière tacite, hein, il n'y a pas le règlement du harceleur, et quand on leur dit « mais c'est grave ce que vous faites là, vous êtes en train de lui faire beaucoup de mal », « mais c'est juste pour rigoler !» Ah bah oui, c'est vous qui rigolez, mais lui, il ne rigole pas. Voyez. Donc, si un enfant mélancolique dit « ils ne sont pas gentils avec moi », ils disent toujours que, n'importe quoi, je dis « t'es moche », mais ça peut être autre chose, hein, même des choses moins jolies que ça. Écoutez-le, demandez-lui quand, de lui demander qui. Alors, il ne va peut-être pas oser faire de la délation, hein, mais il faut faire très attention, parce que ce sont des enfants qui s'attirent un peu ce genre de situation. Et je veux dire, on a dû gérer plusieurs cas hein, chez nous. Bon, on est au collège, je veux bien, ils sont un peu plus grands, mais il y a des petits qui sont déjà très durs entre eux. Ils ne se rendent pas compte qu'un petit mot, et multiplié par le nombre d'heures qu'il y a dans une journée, ça devient très très dur. Bon, alors attention au harcèlement. Les flegmatiques sont quelquefois ceux qui vont aider à faire connaître la vérité. Parce qu'eux, ils prennent du recul, ils n'ont pas peur qu'on les... C'est pas eux les harceleurs, mais ils pourraient nous mettre la puce à l'oreille en nous disant vous savez, j'ai l'impression qu'il pleure beaucoup, ce petit-là. Ils sont vraiment pas gentils dans la classe avec lui. Écoutez-les. Ça pourrait très bien être vrai. Ah, parce qu'on dit que la délation, c'est pas bien.
Mais il va question, c'est quelquefois une question de vie ou de mort. Hein. Alors, je ne dis pas qu'il y a plus dans nos écoles ce genre de choses, il y en a partout. Mais il y en a même chez nous aussi, ce qui est très décevant, mais je veux dire, la nature humaine, elle a besoin d'être surveillée. Hein. Bon, celui-là, donc, il est capable de déchirer son devoir parce qu'il n'est pas assez bien. Hein? Il est même capable de ne pas faire son devoir parce qu'il dit « je sentais que ça n'allait pas être excellent, alors je ne l'ai pas fait ». Voyez ? Donc, à ce moment-là, on va lui dire « écoute, on ne te demande pas du parfait, je sais que toi, tu aimes le parfait, mais on te demande de faire, et puis c'est tout. » En quelque sorte, il s'auto-censure lui-même. S'auto-censure. Et donc, ça, c'est embêtant. C'est embêtant. Hein. Donc, il a besoin, on l'a dit, de compliments descriptifs, précis. Surtout pas des compliments dithyrambiques, parce que là, il va croire que vous fichez de lui. Parce qu'il sait très bien que c'est pas, il n'a pas fait un chef-d'œuvre. Voyez, un mélancolique qui vous apporte un dessin. Ah, mon chéri, mais c'est un véritable de gars, tu as dessiné des petites danseuses, là. Il dit, non, je ne suis pas de gars. Par contre, il dit, oh, ce beau rideau rouge, ça me donne envie d'aller au spectacle, moi aussi. Et puis, ces danseuses, tu crois qu'elles font quel pas, là? Est-ce que tu aimerais, toi aussi? Vous voyez, on s'intéresse à ce qu'ils font, et là, ils sont très, très heureux. Mais si vous dites qu'il a fait un superbe, ça ne marchera pas. Donc, besoin de compliments descriptifs, c'est-à-dire précis, descriptifs, précis. Bon, celui-ci, si on peut lui mettre un enfant sanguin près de lui, ça va lui faire du bien. Parce que le sanguin, il voit la vie en rose, lui, il voit la vie en noir. Mais, vous voyez, avec un enfant qui est surtout en phase un peu dépressive, c'est pas la peine de dire « Youpi, la vie est belle, regarde comme, etc. » Non, il ne peut pas avoir ça à ce moment-là. On part de son niveau, avec tous les gens un peu dépressifs, vous voyez, il a besoin qu'on le comprenne. Il a besoin de compassion. Et puis après, vous pouvez remonter doucement. Besoin de compassion. C'est vrai qu'ils sont un peu géniards, qu'ils voudraient toujours qu'on les plaigne. N'en rajoutez pas, mais quand même, sans compassion, mes parents ne m'aiment pas. Hein, ils ne comprennent pas comme je suis malheureux. Besoin de compassion. Bon, alors il ne nous reste plus que l'enfant bilieux. Alors on pourrait dire on a gardé le meilleur pour la fin. Ça dépend à quel point de vue. Au point de vue du travail scolaire, au point de vue du travail scolaire, c'est sûr que le bilieux, il veut réussir et il s'en donne les moyens. Alors là, il n'y a pas de souci. L'enfant bilieux, donc on pourrait c'était l'énergique, l'enfant énergique. Voilà, celui qu'on appelle le bilieux. L'autre nom de bilieux, c'est colérique. Hein. Alors, vous étonnez pas qu'il fasse des colères. Un tout petit mot sur la colère. Le mélancolique, lui, il fait des colères implosives. Quelquefois, vous ne vous en apercevez même pas, mais ça le brasse à l'intérieur et ça peut tourner au burn-out. Celui-là, alors là, c'est explosif, vous l'entendez. Eh bien, écoutez, c'est moins dangereux, la colère de celui-là, que la colère du mélancolique. Voyez ? Parce qu'au moins, vous savez. Alors, si vous avez des enfants très bilieux, vous en avez plusieurs, ça fait beaucoup de bruit, leur apprendre à gérer leur colère, c'est tout un cheminement. Donc, il y a ce livre de Gary Chapman sur comprendre et gérer la colère. En gros, ce qu'il faudrait retenir, c'est montrez-leur comment vous-même, en tant que parent, vous gérez votre colère. Et puis, laissez-leur exprimer leur colère. Vous voyez, Saint Paul, il nous dit, ne vous laissez pas aller aux effets de la colère. Ce n'est pas la colère qui est mauvaise, c'est les effets quand ils sont, évidemment, qu'on casse, qu'on crie, qu'on dit des paroles blessantes. Mais laissez un enfant dire sa colère et lui demander de dire, alors, explique-moi bien les raisons pour lesquelles tu es en colère. Je comprends bien que tu es en colère. Hein. Peut-être que moi aussi je serais en colère si j'avais compris ce que tu as compris. Voyez. Et l'aider à dire sa colère une fois qu'on a fait retomber la vapeur. Bon, alors l'enfant énergique, donc on a dit que celui-là, il veut réussir et il s'en donne les moyens.
Ça, c'est ce qui caractérise. Veut réussir et s'en donne les moyens. On a dit à lui que son moteur, alors je ne l'ai pas mis pour tous, mais ça fait rien, vous savez, hein, son moteur à lui, c'est l'efficacité. C'est important pour bien le comprendre. Parce que vous voyez, dans la classe, est-ce qu'il a besoin de l'enseignant et des encouragements de l'enseignant pour travailler et réussir? Non, il a tout en lui. Il n'empêche qu'il faut être juste et qu'il a quand même envie de compliments aussi. Et ce serait injuste de ne pas le complimenter sous prétexte qu'il est énergique. Bon. Mais le problème, ça va être son attitude par rapport aux autres. Voyez ? S'il est méprisant par rapport à tous ceux qui sont moins bons que lui, il faut le prendre à part et lui dire, je parle dans la fratrie ou dans la classe, hein, écoute, je vois que tu es un bon travailleur, tu as envie de réussir, hein, tu t'y prends très bien, mais moi je te demande de faire un effort par rapport à ceux qui n'ont pas autant de facilité que toi, autant d'énergie que toi. Voyez ? Donc on va lui demander des efforts sur le comportement, et ça va lui être très difficile. On pourra même lui expliquer, tu sais, c'est plus méritoire d'être patient avec ceux qui ne sont pas comme toi que de bien réussir ton devoir. Ah, c'est bien de réussir ton devoir, mais de te croire que tu es impatient. Alors, Florence Lisoy raconte bien dans son livre, quand vous dites à un bilieux, les bilieux sont impatients parce qu'ils veulent toujours aller plus vite à leur rythme, etc. Et donc, il y a ce monsieur qui va voir la conférencière qui lui dit, vous dites que les bilieux sont impatients, mais pas du tout. Je suis bilieux, moi, je ne suis pas impatient. En fait, ce sont les autres qui sont trop lents. Voyez ? Eh bien, c'est ça qu'il va falloir qu'ils comprennent, l'enfant bilieux. Les autres, ils ne sont pas trop lents. Les autres, juste, n'ont pas le même rythme que lui. On pourrait rajouter, mais ça, ce n'est pas les tempéraments, c'est sûr, il y a des enfants au potentiel dans les classes. Alors, le haut potentiel bilieux, je peux vous dire que celui-là, il va falloir l'occuper, parce que sinon, il va s'ennuyer. Et un bilieux qui s'ennuie, ça ne va pas. Alors, il y a plein de moyens. Bon, à la maison, c'est pareil, il faut les occuper. Hein. Donc, attention, surveillez le comportement dans la classe, dans la cour de récréation, ça c'est l'école, mais par rapport aux frères et sœurs, par rapport aux amis. Hein. Moi, j'ai comme ça un de mes petits-enfants, que quand sa sœur fêtait son anniversaire, invitait ses amis, elle arrivait à prendre tous les amis de l'invité et à commander, elle, tout. Et la pauvre qui fêtait son truc, elle se retrouvait toute seule. Ils sont leaders à fond. Et puis, ça commence très jeune. Hein. Florence Lisoy raconte l'histoire de cette petite fille de 6 ans, tempérament très, très énergique. Les parents, un jour, voulaient faire plaisir à leurs enfants. Ils disent, allez, on va dîner dehors. Alors, il y en a qui disent, on va manger des hamburgers, on va manger, etc., une crêpe. Et la petite de tempérament bilieux, elle voulait manger des pizzas. Ah ben non, on a déjà mangé des pizzas il n'y a pas longtemps. Puis maman, elle fait des super pizzas. Au Parlement, etc. Finalement, la famille, où est-ce qu'elle va ? À la pizzeria. C'est-à-dire que ceux-là, ils arrivent à imposer leur volonté à toute une fratrie, et même aux parents, si on n'y prend pas garde. Hein. Donc, attention, attention. Parce que ceux-là, hein, ils sont capables, enfants comme adultes, hein, mais en tant qu'enfants, c'est quand même très embêtant pour les autres, ils sont manipulateurs, ils peuvent même manipuler leurs parents, ils peuvent devenir tyranniques. Ouais, bah écoutez, retenez quand même, il n'est pas normal de laisser un enfant, même brillant, excellent, tyranniser toute une fratrie ou toute une classe. Et ça, ils en sont. Eh ben oui, c'est ça. Hein. Alors, on va leur demander des efforts. Est-ce qu'il faut casser ou humilier un bilieux ? Non, non, non. Parce qu'alors, il va vous détester et vous le fera payer très cher. Mais très, très cher. Donc, on n'humilie pas un bilieux. On lui dit, écoute, hein, t'es un petit gars formidable, t'as plein d'idées, hein, tu organises très bien les choses, mais il faut laisser les autres à leur rythme. Il faut apprendre à écouter ce que les autres veulent. Et voilà. Et on va l'accompagner un petit peu, parce que sinon,
ça fait des Hitler hein, ou des Staline. On ne veut pas ça dans notre famille, quand même, dit dans notre école. Hein, voilà, quand il n'y a pas de bon sens, quand il n'y a pas d'humilité, quand il n'y a pas de... Voilà. Bon, alors celui-là, vous n'aurez pas de mal à le faire travailler. Ce sont les seuls, et là je vais m'arrêter bientôt, ce sont les seuls que si on les titille un peu, ils vont vous prouver qu'ils peuvent y arriver. Vous voyez, j'ai revu récemment un de mes élèves qui n'était pas très très bon en maths à ce moment-là, et l'année suivante, son professeur lui avait dit « Toi, tu veux rentrer à Saint-Cyr ? Tu rentreras jamais à Saint-Cyr, tu n'es pas assez bon en maths. » Eh bien, je l'ai revu à la veille de son mariage. Il m'a dit « Vous savez, hein, j'aimerais le revoir, le prof de maths de cette classe-là. Je suis rentrée à Saint-Cyr. Je voudrais bien lui prouver. » Donc, vous voyez, ce genre de tempérament-là, quand on le titille un peu, c'est pas bien. Je ne pense pas qu'il faille le faire. Mais celui-là, il peut rebondir. Il peut vous prouver « Ah, tu dis que je ne peux pas rentrer à Saint-Cyr. Je vais rentrer à Saint-Cyr. Hein. » Mais les autres, si vous dites, s'ils ont envie d'être militaires et que vous leur dites « Ah là, ils ont 12 ans, tant tu ne rentreras pas à Saint-Cyr. » Ne leur enlevez pas leurs illusions. Il y en a qui peuvent y arriver très bien, beaucoup mieux que vous ne croyez, de tous les tempéraments et de tous les modes cognitifs. Hein. Mais, vous voyez, celui-là, il sait vraiment utiliser tout ce qu'il entend pour aller de l'avant, foncer et réussir. Mais c'est le seul qui soit comme ça. Donc, quand vous avez plusieurs dans la fratrie, là, vous dites, mais pourquoi l'autre, il n'est pas comme ça? Parce qu'il n'a pas le même tempérament, tout simplement. Vous voyez? Et heureusement. Parce que ceux-là, ils sont fatigants, quand même. Hein. Ils sont super, mais ils sont fatigants. On est content d'en avoir des autres tempéraments aussi. Voilà. Je crois qu'il faut que je m'arrête. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important, Marc? Je suis à l'arrêt très encourageant. Bon, peut-être il y a des questions. Hein. Bon, vous l'applaudir. Je vais écouter votre question, mais je reviens à ce qu'on avait dit. Mieux se connaître soi-même pour mieux se comprendre et mieux aider nos enfants. Mieux comprendre nos enfants pour mieux les aimer tels qu'ils sont. Finalement, mieux les respecter dans ce qu'ils sont. Et puis, finalement, les accompagner, pas les formater. Voilà. Question. Je voulais juste savoir, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des diagonales pour les enfants? Par exemple, pour les mathématiques milieu, par exemple. Et là, c'est les enfants qui sont en tiraillement. Alors, on va essayer de retrouver les diagonales. Tagadagadac. Là et là. C'est encore avant. Oui, c'est là. Alors, vous me parlez d'un enfant qui est... Flegmatique bilieux ou je sais pas... Flegmatique et bilieux. Alors, ça veut dire que il veut réussir et il commence à y aller, il fait des projets, il organise et tout d'un coup, il est dans une voiture de course, vous voyez, il appuie sur l'accélérateur et sur le frein en même temps. Donc, finalement, il ne veut plus, il manque de motivation, il laisse tout tomber. Alors, vous dites, bon, dommage. Puis finalement, tout d'un coup, hop. Quel âge? Vous pouvez me préciser? 10 ans. Alors 10 ans, c'est pas encore ado, ben, c'est juste des tiraillements. Il faut lui dire, c'est un garçon ou une fille? Mon garçon, tu as une super idée, parce que sinon vous auriez dit ma fille. Hein. Donc mon garçon, c'est une super idée que tu as voulu organiser là. Et bien maintenant, je vais t'aider à aller jusqu'au bout. Hein? C'est-à-dire que le côté flegmatique tout d'un coup, je ne veux plus y aller, je ne veux plus me fatiguer, je ne veux plus préparer. Non, non, allez, tu as démarré, on y va. Tu as besoin d'aide, tu as besoin de quoi? Et hop, il prend sa respiration et le côté bilieux va revenir. Avec les adolescents, c'est un peu plus compliqué, ça je demandais l'âge. Parce que, vous voyez, il y a la phase veau et la phase tigre. Alors, quand vous êtes là avec le veau, bah, il n'est pas très bilieux. Quand vous avez la phase tigre, bah, il n'est pas très flegmatique, vous voyez. Et là, on est obligé de laisser faire. Mais, enfin, vous évitez les très gros écueils, quoi, quand même. Dites-lui, tu es dans une voiture de course, là, écoute, appuie sur l'accélérateur, allez, oublie le frein un petit peu pendant un moment. Il me semble, hein, mais ils ont besoin d'être encouragés et il faut leur dire aux enfants, je comprends que ce soit compliqué pour toi. Ah, les enfants, ils aiment qu'on les comprenne. Hein. Je comprends que ce soit compliqué pour toi parce que
T'as envie, en même temps, t'as pas envie? Eh bien, moi, je veux dire, t'as raison d'avoir envie. Tu veux l'aide de papa? Hop, on en parle à papa. Ben, papa, il est papa. Alors, il n'a pas envie, il va y aller quand même. C'est ça l'avantage. Oui, parce que les papas, mettez-le dans la boucle, là. Hein. C'est vachement utile. Bon. Autre question? Oui? À partir de quel âge est-ce qu'on peut voir qu'un enfant est de tel ou tel tempérament? Écoutez, quelquefois très jeune. Vous voyez des bébés, des bébés. Enfin, moi, je me souviens de l'aîné, le petit-fils là. Il était tout le temps comme ça. On avait dit, mais il avait 6 mois, mais il est toujours en train de réfléchir et de voir le mauvais côté des choses. Hein. Et vous avez des bébés, tout ronds, toujours contents. Hein. Ils perdent leurs jouets, ils perdent leurs jouets. Vous les posez là, ils ne bougent pas. Hein. Ça, c'est des flegmatiques accommodants. Par contre, vous en avez qui vous jettent le jouet par terre. Alors, vous le ramassez une fois. Ah ben, le jeu est formidable. Hein, et vous ne pourrez pas ne pas le ramasser. Parce que les cris, les hurlements, enfin, à moins de l'enfermer dans un cachot, mais vous ne faites pas ça. Donc, vous allez vous laisser manipuler, vous ramasserez le jouet autant de... Hein, sinon, alors, vous l'accrochez avec un élastique, qui remonte, enfin, quelque chose. Mais il y a des bébés qui vous imposent ce qu'ils veulent. Et, bon, il peut y avoir des toutes petites fluctuations, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se révéler un peu plus tard. Mais souvent, c'est à vie. Alors, suivant les périodes de vie, oui, je ne dis pas ça pour vous consoler, ni pour vous effrayer, mais, non, mais par contre, quand ils sont bien éduqués, voir un super bilieux, un super sanguin, un super mélancolique ou un super flegmatique, quand ils sont bien élevés, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Et on a besoin de tout pour faire un monde. Oui? Est-ce que les tempéraments peuvent changer en grandissant? Alors, c'est un petit peu ce que j'essayais de dire. La base reste la même. Mais si vous voulez, il y a le caractère qui va se forger. Et on voit des personnes qui avaient un tempérament, par exemple, très bilieux. Nous, on accompagne beaucoup de monde, si vous voulez, donc on voit bien. Mais par exemple, imaginons des parents qui sont très, j'allais dire, dévastateurs. Ensuite, un conjoint qui soit encore plus bilieux que la personne, qui les crame, qui en fait une carpette. On en connaît des gens comme ça, si vous voulez. Quand on leur fait passer le test de tempérament, ils ont l'impression qu'ils sont doux comme des agneaux, qu'ils n'ont pas de personnalité. Mais quand on creuse un peu, je dis, mais vous avez toujours été comme ça? Ah ben non, pas du tout. Voyez. Donc, on peut casser des gens, malheureusement. On peut aussi, selon les périodes de vie, vous voyez, par exemple, un sanguin mélancolique. Ben, quand il est enfant et sans souci, c'est tout sanguin qui va sortir. Et quand, au moment des examens, ça peut être le côté mélancolique qui ressort, voyez. Et puis, à l'âge, quand on est jeune cadre dynamique, souvent c'est le côté bilieux qui va ressortir. Les mêmes, on les revoit 20 ans plus tard, ils sont plus mélancoliques. Et puis, les personnes âgées, elles sont souvent, c'est le côté flegmatique qui va ressortir, voyez. Parce que, en fait, quand on fait les tests, on a souvent des points un peu partout. Mais il y a souvent vraiment une majorité assez frappante. Moi, je me souviens d'un couple d'amis, là, le papa était très très bilieux, et quand ils avaient entendu dans la voiture le CD, alors dynamique, fonceur, etc., un petit garçon qui dit, dis maman, il connaît papa le monsieur? Ben non, mais il y a d'autres papas qui sont comme ton papa, tu vois mon chéri, qui vont de l'avant, et tu peux être très fier de ton papa. Bon, quand il n'est pas trop rouleau compresseur, tout va bien. Alors, mais en fait, c'est quand même un donné de base. Et à partir de là, notre caractère, ça va être d'arrondir les angles si possible. Vous voyez, hein, on voit des grands saints qui étaient très bilieux et qu'on a pris pour des gens paisibles à la fin de leur vie. Comme Saint François de Sales, par exemple. Puis d'autres qui sont restés très véhéments jusqu'à la fin de leur vie. Hein. Il y a tout pour faire un monde. Voilà. Hein, mais le donné de base, on le garde, en principe. Mais on peut casser des gens. Hein. Il y en a des gens qui ont été très abîmés par leur entourage. C'est dommage. Enfin, c'est grave. Autre question? Sur un enfant mélancolique, voire un peu dépressif. Oui, c'est presque synonyme, oui. Enfant, un petit. Oui. Comment est-ce qu'on peut les sortir de là et éviter que du coup, à l'adolescence, ça devienne problématique? Écoutez, leur tempérament, ils vont le garder toute leur vie. Donc, il faudrait un petit peu la seule
chose qui va les aider, c'est quand justement on va leur confier quelqu'un encore plus en difficulté qu'eux. Vous voyez, hein, moi je vois quand notre mélancolique en classe, s'il y a un qui a été absent, c'est-à-dire est-ce que tu veux bien l'aider à rattraper? Vous voyez, quand il s'occupe d'un autre, il ressasse moins ses problèmes. Il faut lui montrer, regarde comme tu as été efficace, comme tu as bien rendu service. C'est merveilleux la patience que tu as. Je suis sûre qu'un autre, je lui aurais confié ça, il n'aurait pas réussi. Toi, tu avais la patience, parce que tu es méthodique. Voilà, lui montrer que toutes ces belles qualités sont des vraies qualités, mais chaque fois qu'il se ressasse, enfin qu'il se tourne vers lui-même, il se désole. Mais s'il se tourne vers les autres, je ne vais pas dire qu'il se console, mais en fait il oublie les motifs de... il a la nostalgie du paradis perdu, celui-là. Donc comment voulez-vous faire croire que la vie est belle? Non, c'est trop bête, on a perdu le paradis, on sera toujours malheureux. C'est ça son idée. Je ne dis pas qu'il ait raison ou tort, hein, mais... Donc on l'aide à se tourner vers les autres, et puis on lui montre, tu vois, ses compliments descriptifs. Il faudra vraiment toujours l'encourager de cette manière-là. Et lui dire, quand tu as un souci, tu viens nous en parler. Après, donnez-lui un temps de parole, que ça ne dure pas trop longtemps, parce que l'introspection de ces gens-là, elle n'en finit jamais. Mais hop, dès qu'ils sont vers les autres, ils s'aperçoivent finalement qu'ils apportent vraiment plein de bonnes choses aux autres. Donc, ils sont des gens formidables, eux aussi. Voilà. D'autres questions? Bon, écoutez, je vous remercie de votre attention. Et puis, alors maintenant, à vous de jouer. Hein.